Aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Je vais te donner une ligne, un ordre chronologique. Lorsque tu veux acheter un camping-car et que tu te rends donc à la visite pour le contrôle, après bien sûr toutes les vérifications que tu auras fait au téléphone pour éviter de te déplacer pour rien, il y a un minimum de choses à demander, ça on verra peut-être plus tard. Là, ce que je vais t'énoncer, c'est un ordre chronologique qui vont te permettre de déterminer si oui ou non ce véhicule est bon. Et tu vas voir que tout au début déjà, tu peux éviter de perdre du temps et ça peut s'arrêter très vite avant d'aller plus loin. Alors là, vraiment, on ne va pas rentrer dans les détails, on va vraiment survoler le début d'une visite, comment ça doit se passer. Ici on a des canapés, mais qu'est-ce que fait, ça s'assoit pas. Alors qu'est-ce que j'allais dire, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors voilà. Vous m'avez pas dit. Ben voilà, moi je dis bonjour parce qu'il y a un abonné qui m'a dit tu dis jamais bonjour. Il se reconnaîtra, un Christian. Il me dit tu dis jamais bonjour dans tes vidéos. Ah ben là voilà, bonjour. T'es content? Bon. Chatounette, il y a un truc important qu'il faut qu'on éclaircisse. Alors on est devant ce Knos, j'ai fait une présentation qui est ici il y a quelques temps. Pour le moment il n'a pas trouvé de preneur. J'ai du monde, j'ai eu 6 contacts au total qui avaient l'air sérieux. Et puis finalement, où les gens n'ont pas la trésorerie tout de suite, parce qu'ils ont vendu quelque chose, ils attendent l'argent, et comme ils ont pas l'air trop sûrs du moment où ils vont le recevoir, ils n'osent pas s'engager, ou alors j'ai des gens qui carrément ont rêvé, mais n'ont pas eu financièrement, je pense, les moyens de s'offrir ce merveilleux bijou. Donc il est toujours à la vente, et si tu es intéressé, tu m'écris, et on en discute. La première chose qu'on va vérifier, parce qu'avant de se coucher par terre, on va d'abord regarder si esthétiquement, il n'y a pas des défauts. Ça veut dire que souvent, les défauts esthétiques, on peut les voir par rapport à une différence de peinture. Ça veut dire que si par exemple ce véhicule avait été équipé d'une capucine, en regardant les parties hautes, quelquefois, j'ai vu déjà, même sur des intégraux d'ailleurs, une différence de peinture à ce niveau-là. Ou quand on le regarde à contre-jour, on va voir un raccord. Et un raccord c'est très très difficile de faire un vrai raccord en fait. Souvent, pour éviter de peindre la totalité du véhicule, on fait un raccord. Ça veut dire que le carrossier, il y a eu un coup sur la partie haute, le carrossier va réparer et va faire un raccord à ce niveau-là, au niveau où il y a une porte par exemple, ou quelque chose qui va permettre d'avoir un raccord qui va être le plus petit possible. Et là, si tu regardes à contre-jour, souvent, alors il n'y en a pas sur celui-ci, mais souvent, tu vas pouvoir apercevoir où se trouve ce raccord. Ça, c'est des indicateurs, parce que si tu as un raccord au niveau de la capucine ou au niveau de la partie haute, ça sous-entend que la partie haute a pris un coup. Alors, quelquefois, c'est réparé dans les règles de l'art, quelquefois, c'est pas réparé dans les règles de l'art. Et quand c'est pas réparé dans les règles de l'art, tu te retrouves avec des infiltrations, ou des traces d'infiltration, qui ont été cachées, et ça peut se vérifier à l'intérieur. Mais moi, un véhicule qui a pris un coup sur la partie haute, c'est régulier. C'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est pas quelque chose qui est un coup pour 1000. Clairement, les gens qui appréhendent le camping-car et que c'est leur premier camping-car, quelquefois, ils oublient qu'il y a des tunnels, et puis quelquefois, ils oublient la hauteur, et puis quelquefois, ils cognent. C'est arrivé. Bon. Donc ça, c'est la première chose à contrôler. Est-ce que je peux continuer la visite ou est-ce que j'arrête là? Parce que si franchement il y a eu un coup sur la partie haute, quelquefois le prix, il faut qu'il soit en raccord avec le véhicule et avec son historique.
Il y a aussi une chose qui peut te donner une idée de ce qui a pu se produire sur ce véhicule, c'est les jointures. Ça veut dire que tu vas contrôler les jointures au niveau du capot, au niveau des ailes, au niveau des portes, et il faut que bien sûr qu'elles soient toutes égales. Parce que si tu as des jointures qui sont un peu bizarres, ben ça peut sous-entendre également que le véhicule aurait pris un petit choc avant. Bon, ça c'est valable pour le camping-car, mais c'est valable également pour les voitures. On pourrait aller plus loin, hein, mais je dirais que visuellement déjà, c'est les premières choses qui vont t'indiquer qu'il y aurait pu avoir un souci. Et comme c'est des gros véhicules, ben les soucis, ça arrive régulièrement. Pour rester dans la carrosserie, il y a un autre phénomène. Il y a le phénomène sur l'arrière. Et souvent, ben les véhicules peuvent avoir vu un choc arrière, un petit choc arrière, une poussette. Alors, quand on est sur des carrosseries en alu, et ben là, tu vas avoir un espèce de petit croquement. Tu vas avoir une espèce de petite déformation et ça fait comme un creux et deux petites bosses en fait. Ça fait comme un voile, voilà, enfin un voile, des courbes en fait, des courbes parce que le véhicule a tapé ici et forcément ici, ben, ça a fait l'aluminium, il ne peut pas revenir à sa position initiale en fait. Hein, c'est très compliqué. Quand tu as eu un coup sur un véhicule en aluminium, c'est pas anodin. Alors quand c'est déjà une carrosserie d'aluminium, comme par exemple les Audi A8, R8, etc., qui ont des carrosseries en aluminium, ben là il y a des carrossiers qui travaillent à l'aluminium, ils sont obligés de le chauffer, de rétreindre, c'est très compliqué. Ils sont obligés de démonter tout l'habillage et tout l'intérieur. Sur un camping-car, la difficulté c'est que c'est un panneau sandwich. Tu peux pas t'amuser à chauffer. Globalement, quand tu as pris un gros impact sur une carrosserie comme ça en aluminium, souvent tu es obligé de remplacer le morceau entier, ça veut dire le panneau. Hein. Donc, quand ça tape à l'arrière, ben là, ça reste, tu vois. Même si la déformation était minime, tu vas avoir une déformation qui va se voir sur la carrosserie. Quand c'est du plastique, c'est différent. Le plastique, en général, ça se tord, ça revient à sa position initiale quand il n'y a pas une grosse déformation. Quand la déformation est importante, ça casse, ça fend. Bon. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être vigilant parce qu'on a eu, notamment sur un Bussner, l'abonné se reconnaîtra, je lui avais donné un conseil, il m'avait appelé, il m'avait demandé ce que je pensais. Je crois que je le suivais d'ailleurs à l'époque. Et il n'a pas acheté le véhicule, bien sûr. C'était un Aviano, et l'Aviano, il était clair qu'il avait pris un choc arrière, même léger, mais il avait pris un choc arrière, parce que des deux côtés, tu avais la petite déformation. Alors, c'est pareil, tu vas faire le tour du véhicule, et si tu vois qu'il y a des pare-chocs qui ont été repeints, qui ne sont pas dans les couleurs d'origine, il faut savoir pourquoi. Par exemple, sur un Frankia, j'ai vu régulièrement des Frankia, toute la partie arrière, toute cette partie arrière ici, qui est en plastique, ben, quelquefois elle est repeinte. Alors, c'est vrai que ça se mate un peu. Si c'est parce que ça s'est maté, bon ben voilà. Si maintenant il a pris un choc arrière, ben il faut le savoir, hein, et que la partie du cou elle a été repeinte, cassée, je sais pas. C'est pas très important parce que tu vas le voir sur la structure. Donc, mais c'est quand même bien de savoir ce qui s'est passé et il faut être attentif aux petites choses qui ont été peut-être maquillées. Il faut faire attention parce que souvent c'est cassé là. Donc il change, mais en dessous, il ne redresse pas, en fait. Le panneau, il s'est cassé, et souvent, bah, c'est un cache-misère. Fais attention à ça aussi. Après avoir contrôlé ces petits détails, tu peux trouver d'autres choses, hein, c'est pas limité, mais les grandes lignes, on va dire, hein, voilà, je te donne les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut passer en dessous du véhicule. En fait, il ne faut pas aller voir un véhicule parce que c'est un Laika, on ne vérifie pas, parce que tu es obligé de vérifier le dessous. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as des projections, là, tu as des roues, tu vois, tu as des roues arrière. Quand il pleut, la roue, elle tourne et elle envoie la flotte derrière, sur le cul. Donc, toute cette partie entre la roue arrière, l'essieu arrière et le pare-choc, eh bien, elle reçoit énormément de projections. Et ces projections, selon la qualité du travail, selon ce que le constructeur a prévu en dessous, ça prend l'eau. On va voir ça tout de suite. Alors l'idéal, c'est de t'amener un petit carton, une couverture, peu importe, hein, quelque chose qui va te permettre de t'allonger confortablement, parce que quelquefois tu peux aller voir aussi les véhicules lorsqu'il pleut, donc il faut essayer d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir regarder dans de bonnes conditions en fait. Hein. Alors en dessous, qu'est-ce qui se passe ?
Voilà, tu vois, tu as ce morceau de plancher là. Alors là, ici, on est sur un contreplaqué qui est recouvert. Donc, il n'y a pas ce problème, tu vois. On n'a pas le problème, il n'y a pas de bois qui se désagrège. Et du coup, on a un plancher qui reste bien, tu vois. Souvent, on voit ça dans les angles là-bas. Alors, on va aller voir un Laika maintenant. Alors, sur ce Laika, le Laika Deva, tu vois, le plancher, c'est pareil. Il a été traité. Tu vois, il a été traité, il est tout noir. Ça veut dire que le propriétaire, il a fait quelque chose. Parce que ça, c'est pas d'origine. Sur le Laika, en fait, le plancher là qui est là, il est pas recouvert. C'est du plancher en contreplaqué, je sais même pas si c'est du marine. Et souvent, eh bien là dans les angles, tu as du bois qui s'effrite. Hein. Quand tu grattes, ça s'effrite et quelquefois même ça passe à travers au bout des années. Surtout sur un véhicule de cet âge-là. Bien souvent sur les Laika, ce plancher, donc comme je te l'ai dit, il est en contreplaqué. Je ne sais même pas si c'est du marine, hein, c'est du contreplaqué, donc c'est plusieurs couches de bois. Et souvent, même sur les récents, même plus, un peu plus, même sur les plus récents que les plus vieux comme ça, tu grattes même quelquefois avec ton ongle et puis tu vois du bois qui s'effrite en fait. Alors quelquefois, c'est juste la première couche. Pour le savoir, en appuyant sur le plancher, eh ben, tu vas voir s'il est flexible ou pas. Si ça rentre pas, ça veut dire qu'il n'est pas encore complètement découpé. Mais ça veut dire quand même que ça justifie une intervention. Alors on va pas forcément changer le panneau, mais on va le traiter. On va y mettre du goudron, de l'antigravillonnant, éventuellement du water stop, ou même y mettre une plaque en inox tout le tour, collée. Alors tu vois, Tech ne garantit pas ses cellules pour rien 12 ans, parce que tu vois, tout est fibré, comme sur un Frankia. Ça veut dire que tu as une tôle, tu as une plaque de plastique qui vient recouvrir tout le plancher. Ce qui veut dire que les infiltrations par le dessous, la pourrissure, ça n'existe pas. Et là, on est sur un châssis Fiat, là on n'est pas sur un Alco. Voilà, donc moralité, ne pas hésiter à se coucher en dessous du véhicule pour vérifier l'arrière du plancher. Et alors il y a un deuxième phénomène qui peut également occasionner des infiltrations, c'est les infiltrations par l'intérieur et c'est principalement au niveau de la douche. On le verra tout à l'heure à l'intérieur, on verra ce qu'il faut contrôler et s'il y a des signes, eh ben, ça imposera d'aller vérifier le plancher à l'endroit où la douche est positionnée. Pour tout le reste à l'extérieur, après, bon, le contrôle technique va déjà, la moindre petite bosse normalement sur le châssis, le petit enfoncement, le contrôle technique va te le signaler. Au niveau de tout le reste en fait, hein, l'usure des freins, tout ce qui est châssis, normalement, le contrôle technique fait son travail. Sauf cas particulier, les gens qui passent beaucoup de véhicules, les marchands de véhicules par exemple, il y a quelquefois des complaisances. Je dois t'avouer que les centres, je ne veux pas incriminer personne, hein, je ne fais pas une généralité, mais fréquemment, j'ai vu des véhicules qui, au contrôle technique, n'avaient rien, et au final, quand tu voyais le véhicule, il y avait tout un tas de stigmates qui auraient dû être aperçus au contrôle technique et qui n'ont pas été notés. Donc je pense qu'il y a une certaine complaisance, je suis bien placé pour le savoir, puisque moi j'étais dans le poids lourd, et c'est pareil, hein. Il y a les marchands de véhicules, de camions, souvent le contrôle technique, c'est fait assez rapidement et on oublie pas mal de choses. Hein. Il va sans dire que tout ce que je viens de te montrer, oui, c'est éliminatoire. Un plancher par exemple qui serait découpé, qui aurait jamais été refait sur un véhicule de 15 ans, 18 ans, même quelquefois 10 ans, qui est découpé, c'est au minimum, si tu trouves un professionnel sympathique et qui n'est pas trop cher, c'est 2500 €. 2500 €, mais c'est pas toujours possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ton plancher est pourri, la plupart des camping-cars, beaucoup de camping-cars sont en armature bois. Hein, il y a certains comme le Frankia par exemple, ou comme le Tech même, qui sont en armature aluminium. Donc dans l'âme du panneau, tu as des profilés en aluminium. Là, ça pourrit pas, même s'il y a eu infiltration par le sol, l'eau ne se propage pas. La mousse, oui, elle peut éventuellement être un peu, mais c'est souvent des mousses imputrescibles, donc c'est assez rare que les mousses soient pourries. Par contre, la boiserie, elle pourrit, et l'humidité remonte dans la boiserie. Ensuite, cette boiserie,
En fait, le bois, on le voit hein, dans l'eau, s'il reste dans l'eau tout le temps, ben, il pourrit moins que s'il prend l'eau, l'air. Donc en changeant régulièrement d'état, eh ben, le bois finit par se désagréger. Et là, tu as des remontées d'humidité dans tes panneaux, autant te dire que c'est foutu. Hein. C'est pour ça que c'est... Même si on te dit, ben, le plancher, ça se refait, ça coûte 2005, peut-être qu'au moment où on démonte, on dit non, c'est trop. Il y a trop de pourrissure. Donc ça, il faut bien faire attention. On va passer maintenant à l'intérieur et je vais te montrer quelques petites choses qui peuvent également te permettre de voir s'il y a eu infiltration ou pas. Alors tout de suite avant d'entrer, mais ça se verra à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur, au niveau des fenêtres, alors sur ces fenêtres-là, on n'aura pas ce souci parce que tu vois, elles sont affleurantes et c'est vraiment des vitres un peu comme... elles ne dépassent pas, quoi. C'est du double vitrage avec du verre à l'extérieur. Hein. C'est d'ailleurs le seul véhicule que j'ai vu comme ça jusqu'à présent. Peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Si tu connais, tu peux m'informer en commentaire. Mais c'est les seuls que j'ai vus avec des vitres comme celle-ci en verre à l'extérieur et plastique à l'intérieur. Par contre, le Franca, par exemple, tu vois, il y a un cadre, en fait. Hein. Il y a un cadre autour de la fenêtre. La fenêtre, elle dépasse un peu. Et ce cadre, eh bien... Avec les années, la dilatation, tu finis par avoir une infiltration qui vient par le dessus du cadre et qui vient dans la gouttière intérieure de la vitre. Alors souvent, on s'en rend compte vite, on s'en rend compte tout de suite quand on est dedans. Mais quand on n'est pas dedans, le véhicule est hiverné à l'extérieur par exemple, l'eau finit par rentrer, elle vient dans la gouttière et elle déborde de la gouttière. Et elle vient donc te tremper l'intérieur du véhicule en débordant. Hein. Ça, je l'ai déjà évoqué, hein, j'ai déjà eu ce type de problème moi avec le Franca. Si c'est géré tout de suite, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas géré tout de suite, ça peut en effet pourrir la paroi, surtout si tu as une boiserie. Alors, toujours être vigilant là-dessus, parce que les dégâts, ils peuvent se faire, tu vois, très vite, quoi. Hein. Si tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois de pluie intensive, et que l'eau, elle rentre par un endroit comme celui-là, ça finit par te pourrir la paroi. Et souvent, c'est très difficile à détecter. Hein. Quand le véhicule, par exemple, a déjà pris la flotte, il est allé en hivernage, à l'abri, pendant la plupart de l'année, et puis qu'il ressort l'été, ben toi, au moment où tu vas venir avec ton contrôle d'humidité et tu vas tester les parois, c'est sec. Donc tu ne te rendras pas compte. Tu vas taper, mais peut-être que le mal n'est pas encore assez important pour que tu puisses l'entendre, même en cloquant partout, en tapant un petit peu partout. C'est un problème qui peut engendrer de gros frais et même quelquefois être irréversible. Hein. Ça peut arriver aussi. Donc il faut être aussi vigilant là-dessus. Quand tu vois que l'étanchéité autour des fenêtres a déjà été faite, si ça a été fait au butyl, ben, tu ne le verras pas forcément. Hein. Tu verras un peu de noir autour de la vitre, mais c'est tout. Quelquefois même il y a du butyl blanc. Si par contre il y a un joint tout le tour, c'est qu'il y a déjà de l'eau qui est rentrée. Sinon tu ne fais pas de joint. Hein. Tu ne fais pas de joint autour de tes fenêtres si l'eau n'est pas rentrée, on est d'accord. Il faut savoir, et là, à ce moment-là, tu contrôles la fenêtre en question. Hein. Qu'est-ce qu'on va contrôler spécifiquement à l'intérieur? Eh bien, tout d'abord, on va contrôler le tour des lanterneaux. Là, quand on a un revêtement en film comme ça, qui n'est pas moussé, c'est assez difficile de voir s'il y a eu des auréoles ou pas. Bon, la plupart du temps, les lanterneaux sont au milieu, donc on voit quand il y a une infiltration parce que on le voit tout de suite. Donc elle est quand même relativement réparée rapidement, normalement. On va contrôler les parties, les angles, donc en descendant bien sûr le lit. Hein. On va contrôler les angles pour voir s'il n'y a pas eu d'infiltration dans les angles. Au niveau des fenêtres, quand c'est une capucine, quelquefois tu as des fenêtres également. Donc ça, c'est un contrôle qui est à faire et de regarder s'il n'y a pas la moindre trace d'humidité, parce que s'il y a une trace d'humidité et que c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, un panneau en bois, forcément ça va être désastreux. Hein. Il va y avoir un problème. Pareil, hein, au niveau des gros lanterneaux, tout ça on contrôle, et on contrôle les entrées de câbles. Parce que figure-toi que le plus gros problème d'infiltration, c'est les entrées de câbles. Donc entrée de câbles pour les panneaux solaires, entrée de câbles pour paraboles, forcément. Alors, il faut chercher les entrées de câbles. Il faut pouvoir monter sur le toit éventuellement, ça c'est le mieux, parce que tu montes sur le toit et tu regardes où sont les entrées de câbles, et tu regardes un peu l'état du toit, comme je l'avais fait pour le fleurette par exemple. Le dernier fleurette qu'on était allé voir avec la télé, et ensuite, eh bien, tu vas fouiller de partout, et tu vas chercher les entrées de câbles, il faut absolument les trouver. Tu vois, alors là, ici, on a des câbles qui passent, mais je vois pas vraiment d'entrée de câble. Hein, parce que tu vois, elle est en dessous, en fait. Mais par contre, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de trace d'humidité autour. Hein. Donc là, on a l'entrée de câble qui est ici, en dessous du panneau, hein, des panneaux solaires. D'ailleurs, on voit que ça clignote là, parce qu'il est à l'ombre.
Et ensuite, les entrées de câble, s'il y a une entrée, là il n'y a pas de parabole, mais s'il y avait une parabole, on aurait contrôlé l'entrée de câble de la parabole, tout simplement. Ensuite, comme je te l'expliquais tout à l'heure, un autre point où tu peux avoir de l'humidité, c'est dans la douche. Et dans la douche, qu'est-ce que tu vas contrôler? Tu vas contrôler les bondes en fait. Parce que souvent, tu vois, les bacs à douche sont mal calés, sont très mal calés, et du coup, eh bien, tu as des fissures, des micro-fissures qui se font ici, ou alors éventuellement la douche est éventrée au milieu, et donc il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas de fissures autour de ces bondes, parce que sinon l'eau passe, et tu le vois pas forcément, parce que c'est des toutes petites fissures, donc il faut vraiment y aller avec attention, quoi. Regardez de très près, s'il y a eu infiltration, ou s'il y a encore ces fissures, il faut aller voir en dessous de la douche. Alors quelquefois il y a un double plancher, c'est un peu compliqué d'y accéder, mais il faut essayer d'aller voir si éventuellement il n'y a pas de l'eau qui a coulé. Ça s'est produit il n'y a pas longtemps sur un Laika. Elle était devant un Laika, je la suivais avec la visio, et bon, la visite a duré 10 minutes, quoi. Hein, on a regardé le plancher à l'arrière, il était pourri, elle est rentrée, et la douche c'est pareil. Comme sur certains Laika, les douches sont au fond, ça correspondait. Il y avait les projections et en plus il y avait la douche. Donc ça a duré 10 minutes, elle est partie. Voilà, c'est pour t'éviter de perdre du temps. Tu fais ces vérifications-là et ça te valide ou pas la suite de la visite. Ça sous-entend pas que tu peux pas encore avoir d'autres soucis, mais déjà ça c'est primordial, c'est le principal. Si la douche a été refaite, c'est pareil. Si le bac à douche, alors sur un véhicule de plus de 10 ans, pas tous, pas 10 ans, peut-être 15 ans, ça dépend des véhicules aussi. Sur certains véhicules, certaines marques, comme le Franca par exemple, qui a un bac à douche qui est assez cassant, c'est quasiment tout le temps, tu as le bac à douche qui a été refait. Il faut savoir quand est-ce qu'il a été refait. Est-ce qu'il a été refait au bout de X années avec des fissures qui ont pas été aperçues tout de suite? Et là c'est facile, sur un Franca, tu ouvres la trappe du milieu et tu regardes sur le côté, tu vois le dessous de douche, tu peux toucher et puis tu peux te rendre compte de l'état. Sur un Franca, encore une fois, c'est moins grave parce qu'on a une armature en aluminium, hein. Même ce qui soutient le plancher, tout est en alu. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses derrière ça. La visite, elle s'arrête pas là. Mais ça, déjà, ça t'évite de passer ton temps à tout voir, avoir un engin qui est magnifique, et puis au final te dire, je l'ai acheté, mais j'ai pas vérifié l'essentiel. J'ai juste vérifié que les portes fermées, le frigo marche. En fait, tout le reste, c'est moins grave. Voilà. Ça veut pas dire que tout a un prix après, hein. C'est toujours pareil. Si ton véhicule, le frigo marche pas, le gaz marche pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, le chauffage déconne, oui, mais c'est réparable. Tout est réparable. Le plancher, toutes ces choses que je viens de te montrer, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire parce qu'il va falloir entamer d'énormes travaux de reconstruction pour pouvoir retrouver un véhicule sain et en bon état. Tu vois, donc c'est le passage obligé avant d'acheter et avant même de poursuivre la visite. C'est les premières choses que tu dois vérifier. Alors, on ne parle pas de la distribution, des choses indispensables, hein. Moi, je te parle uniquement de la structure, là, hein. Après, c'est vrai qu'au niveau mécanique, mais ça, c'est des vérifications que tu fais au téléphone. Est-ce que la distribution a été faite si le véhicule était sur une distribution par courroie? C'est clair que ça, c'est des choses d'entretien, tout ça, c'est des choses que tu peux contrôler au téléphone sans pour ça te déplacer. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où tu te déplaces et que tu visites le véhicule, le rationnel a disparu. On est dans l'irrationnel. On va regarder, est-ce que ce véhicule est beau, propre, oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique dedans. Souvent, c'est ce qu'on se dit. La personne est, vous pouvez avoir confiance, moi j'ai toujours fait attention et tout, puis du coup, tu ne contrôles pas l'essentiel. Et ça, tu le vérifies, tu vas le constater quelques temps plus tard, en fait. Parce que forcément, le problème, il va te sauter à la figure, hein, un jour ou l'autre. Hein. Voilà la famille. J'espère que cette petite vidéo va bien te servir pour l'achat de ton véhicule. J'en ai encore plein des choses à te dire là-dessus. J'ai encore beaucoup à te communiquer. J'ai d'ailleurs à ce propos un projet, mais je ne vais pas t'en parler tout de suite parce que ça va être assez long à mettre en place. Mais j'ai une idée pour le futur, pour pouvoir te permettre de te débrouiller dans l'achat d'un véhicule en te donnant un petit peu toutes les ficelles. Par contre, ce sera pas sur la chaîne. Je pense que ce sera sous forme de support. Je sais pas encore bien comment je vais faire, mais je vais mettre en route quelque chose comme ça. Si
si tu es en passe de devenir nomade ou pas d'ailleurs, hein, et puis que tu veux un véhicule spacieux, bah, tu sais que celui-ci est toujours dispo jusqu'à ce que quelqu'un se manifeste, hein, dans les contacts que j'ai eus. Mais pour le moment, voilà, il est disponible. Il est disponible, prêt à la vente. Et bah, voilà, tu n'as plus qu'à m'écrire et puis je t'expliquerai tout ça. C'est moi qui ferai la livraison du véhicule parce que les gens sont partis, ils m'ont déposé le véhicule et puis c'est chez moi que tu viendras récupérer ce véhicule. Donc c'est moi qui te ferai la mise en route, bien sûr, hein. Van, petite update. Bah écoute, je suis en train d'imprimer de la pièce encore, tu vois. Là, il y a une impression. Alors, je me suis équipé avec une deuxième machine. Cette machine, c'est une double tête, double extrudeur. Et là, du coup, elle m'imprime en miroir les pièces. Ce qui fait que je vais gagner du temps. Ça va me prendre la moitié moins de temps. Et j'ai celle-ci sur laquelle j'ai mis un capotage. Parce que là, j'essaie d'imprimer en ABS. Alors, pour le moment, j'essaie d'imprimer des pièces qui sont petites. Si ça marche bien, j'imprimerai des pièces peut-être plus grosses pour voir un petit peu la différence avec le PTEG, ce que ça donne. J'ai imprimé, alors voilà, tu vois, j'ai commandé du tube rond et j'ai imprimé cette nouvelle pièce là. Parce que le tube rond, c'est là-dessus que viendra s'agripper mes bacs qui vont pivoter. Et je suis en train d'imprimer les pièces donc pour pouvoir justement assembler ces bacs. Donc là, cette fois-ci, je les ai bien évidés pour éviter d'avoir trop de matière. Une pièce comme ça met quand même une vingtaine d'heures, hein, 21 heures pour l'imprimer. Hein. Ça, c'est du PTEG, donc ça résiste bien. Il est clair que c'est beaucoup moins fragile que le PLA. Hein. Parce que là, j'ai tapé dessus des deux côtés. Et elle est intacte, hein, elle n'est même pas marquée la pièce. Alors ça, c'est des pièces qui ont été réalisées en PLA, je crois à 20% ou 30% de remplissage, je ne sais plus. Mais tu vois, voilà. Ça n'a pas résisté par contre. Bon, c'est sans surprise. J'en ai même cassé certains en les emboîtant. Donc là, ici, je vais les refaire ou en PTEG ou en ABS. Je suis en train de faire une impression en ABS, je vais voir ce que ça donne. Et ce sera plus solide. Une fois que toutes les pièces seront imprimées, ce sera certainement pour la semaine prochaine, je vais faire un assemblage en grandeur nature cette fois-ci. Je ne vais pas faire un meuble rétréci comme je l'avais fait parce que c'était surtout pour du test. Je vais assembler tout ça, je vais préparer un bac pour pouvoir l'essayer. Et je pense que dimanche prochain, je serai peut-être en mesure de te présenter le meuble presque définitif en fait, hein, qui ne sera pas dans sa finition d'origine, de sa finition finale, qui aura déjà le fonctionnement et la forme que j'ai imaginé. Et tout ça ensuite, eh bien, une fois que j'aurai fait le meuble et qu'il sera validé, que je l'aurai validé moi-même, on va dire, que je me serai auto-validé, à ce moment-là, je fabriquerai toutes les pièces pour fabriquer le reste. Et je pourrais avancer sur autre chose. Il faut impérativement que je détermine où je vais mettre cette douche. Ça, j'ai encore étudié d'autres possibilités, mais ça me satisfait pas pleinement. Et puis je vais fabriquer aussi le meuble de cuisine. Pas bon? En fait, une fois dans l'étau, tu vois, la soudure, en fait, elle n'a pas pénétré. Donc peut-être que c'est l'anodisation. Ça, je demanderai à Jean-Luc. Jean-Luc, il va venir me faire une petite formation. Là, ça a l'air d'avoir mieux adhéré, mais
c'est pas ça. Hein. Alors ce que je remarque, c'est que le cordon, en fait, il n'est pas pénétré. Il n'est pas pénétré, mais par contre, j'ai fait une soudure tout à l'heure sur la tranche. Et sur la tranche, ça a pénétré. Donc je pense, sur la tranche ça a pénétré, donc je pense que ça vient de l'anodisation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer mes pièces, là, qui sont un peu, où j'ai fait mes essais pourris. Je vais disquer tout ça, et je vais nettoyer, et je vais retenter une soudure pour voir si ça pénètre. Je dirais que l'essai n'est pas encore concluant. Je vais essayer de le déchirer sur l'étau pour voir si c'est un peu plus pénétré. Je vais réessayer avec d'autres réglages. J'ai l'impression que ça pénètre pas assez, mais on va voir. J'ai quand même l'impression que ça a mieux pénétré que tout à l'heure. Le bruit, il y a un moment où ça a commencé à bien crépiter et puis après ça a chié un peu. Alors je pense qu'il y a un problème de réglage. Voilà, ça tient pas du tout, hein. Voilà, c'est pareil, exactement pareil que tout à l'heure. Bon, j'arrête de faire mon professionnel et je passe au réglage Synergique, ça veut dire que c'est le poste qui va choisir le réglage. Parce que là, je crois que ça va pas le faire. Déjà un peu mieux, mais ça pénètre pas quand même. On va tenter un 4e essai avec d'autres réglages. Bon, c'est un peu galère. Je pense que Jean-Luc sera obligatoire. J'en suis au 8e essai peut-être, ça fait au moins 8 fois que je meule cet aluminium parce que... Alors là j'avais réussi à le faire coller un peu plus, j'ai eu un peu plus de mal à décoller le 20-20 que j'ai mis dessus. Là, je pense que là ça a pénétré. Par contre je suis sur le mode synergique, c'est comme si je soudais du 4 mm. Et là il me sort 17 volts 3 avec 9,2 ampères. Donc je pense que j'étais pas du tout assez puissant. Alors on va voir si ça se décolle, mais je vais faire une soudure de l'autre côté, de ce côté-ci, et on va voir ce que ça donne. Bon la famille, finalement, au bout de 10 essais, je suis arrivé à faire une soudure qui a pénétré. Tu vois, qui est pas trop vilaine, mais qui est pas trop belle, qui est pas une soudure de professionnel. Alors le but, c'est pas de t'éblouir avec mes capacités, c'est pas te donner des conseils de soudure, hein, surtout pas. C'est juste pour te partager que quand tu veux, tu peux. Ça veut dire que là, j'ai dû essayer une dizaine de fois, ça fait une dizaine de fois que je meule cette pièce de malheur, et enfin, j'ai réussi à faire une soudure qui tient en fait, et qui cette fois-ci pénètre. C'était juste un problème de réglage. Donc je suis passé sur le mode synergique et je fais comme si je soudais du 4 mm. Alors que au final, c'est du 2 mm. Et là, en soudant en 4 mm, ça fonctionne. Peut-être un petit peu trop de fil. Je vais essayer de... Alors le problème, c'est que quand tu passes en mode synergique, tu peux pas régler le débit du fil. Donc je vais refaire une dernière petite soudure test. Et puis ensuite, je passerai à autre chose pour aujourd'hui, on va dire. Ah là, la famille, regarde. Eh ben, je suis plutôt content, j'y suis arrivé.
Alors là, je te cache pas que ça fait 3 bonnes heures, 2 heures et demie que je suis dessus. Hein. J'ai dû commencer, c'est le 11e essai ça. Maintenant, faut voir. Hein. Attends, c'est les premières soudures, on verra ensuite. Hein. Mais bon, là, tu vois, j'ai même pas enlevé l'anodisé parce que je pensais qu'au départ c'était un peu à cause de l'anodisation, mais pas du tout. Là, je l'ai même pas enlevé et ça fonctionne. Chatounette, il y a un truc important qu'il faut qu'on éclaircisse. Le pouvoir de l'intention. C'est de ça que je voulais parler par rapport à ce que je viens de te montrer. Par rapport à la soudure. Ça n'a rien à voir. Mais bon, comment se fait-il que tu sais pas faire et puis qu'après tu sais faire? Est-ce que tu as une idée là-dessus, Chatounette? Toi qui es pleine de théories. Le pouvoir de l'intention ou le pouvoir de l'attention? L'attention, c'est l'attention. C'est ce que tu donnes à quelqu'un. Tu donnes de l'attention. Mais de l'intention, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça c'est le pouvoir de l'intention ou ça, c'est le pouvoir de l'intention. Ça c'est le pouvoir d'être endurant et de... Merci Chatounette, je savais pas. Là, tu es en train de dire à tout le monde de me faire un compliment ouvert, tu vois. Je sais, bon. D'être endurant, c'est important. Dans tes buts que tu te fixes. Ah, d'accord, ok. Et d'être obstiné. Mais ça, c'est pas l'attention. Parce que l'intention, c'est quand tu attires des choses par les pensées, en se concentrant là-dessus, en donnant l'intention à la chose. Là, tu donnais pas que l'intention. Toi, tu donnais physiquement l'entraînement et... dans l'intention, c'est intensité, tu vois, un peu. L'intention, c'est intense. Quelque chose sur lequel tu ne laisses pas la place. En fait, dans ta tête, tu dis, il faut que j'y arrive. Tu te poses même pas la question de savoir, je vais pas y arriver. C'est même pas qu'il faut que j'arrive, tu te dis, je vais faire. Je suis pas en train de me masturber le cerveau en disant, oh là là, t'es arrivé. Les soudures, elles sont encore... c'est soudure du bled. Mais elles tiennent. Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore l'amélioration et je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui ont appris pendant des années à faire quelque chose, moi j'arrive, je prends le bazar et bim, en 10 fois c'est fait. C'est pas du tout ça. Hein. Je dis qu'au départ, ça paraît quelque chose que la marche est grande en fait. Voilà. Voulant, si on veut, on peut. Si on se donne des moyens, on croit et on s'entraîne. Parce qu'il ne faut pas aussi... croire que si ça marche pas une fois, 2 fois, bon je laisse tomber, c'est pas pour moi, j'arriverai pas, je suis pas capable, non. Qu'on essaye jusqu'à on se relève et on recommence jusqu'à ce qu'on arrive. J'ai entendu ça, je sais plus qui l'a dit, peut-être quelqu'un qui va bientôt finir en tôle, je pense. Ce qui n'a rien à voir. La vie, c'est des chutes, en fait. Et on n'arrête pas de se casser la gueule pour plein de choses. On chute tout le temps. On chute devant les obstacles, on chute. Mais la réussite, c'est le pouvoir de se relever et de retenter où tu t'es cassé la figure. Et c'est ça le truc. Je pense que c'est là-dessus, la plupart des gens, j'en connais, alors il y a dans d'autres domaines, hein, les gens qui font la moto, ils vont tomber une fois, c'est fini, ils font plus de moto. Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que ça n'apporte rien, je veux dire. Se casser la gueule, c'est pas de l'expérience. Hein. Mais... il y en a au contraire qui vont se relever, ils vont monter sur la moto et puis ils vont continuer à en faire. Si t'es pas remonté sur une moto derrière, tu en referas plus jamais. Bon, ça c'est pas un truc où t'as vraiment... c'est différent, mais ça sous-entend que tu as plusieurs réactions possibles en fonction des événements. Tu peux choisir de laisser tomber ou au contraire de persister. Moi, je pense que ce qui est plus important, ce que tu as, c'est d'avoir l'énergie et d'avoir l'enthousiasme. Quand on fait quelque chose, ce qui est principal, c'est l'enthousiasme. De faire des choses avec l'envie, l'enthousiasme, positivité et... de ne pas traîner les pieds. C'est des clés de réussite. Parce que si on commence à faire quelque chose, on voit déjà pas trop le but et on sent ce reculement à l'intérieur. Voilà. C'est difficile de réussir. Dans le commerce, moi, on m'a toujours dit, avant de rentrer chez quelqu'un pour lui vendre quelque chose, si tu as une hésitation avant de rentrer, ne rentre pas. Parce que de toute façon, ce sera raté. Ça veut dire qu'au moment où tu rentres chez la personne pour lui vendre quelque chose que tu as profondément, où tu crois profondément,
bah, il n'y a pas d'hésitation en fait. Quand tu rentres, tu vois pas l'échec. Tu dis, je vais lui vendre cette chose parce que j'estime que c'est la bonne chose à lui vendre. Voilà. Mais si avant tu dis, oh, mais peut-être elle va me dire que ça sert à rien, peut-être elle va me dire c'est trop cher, peut-être elle va me dire, ne rentre pas, tu perds ton temps. Et souvent, on se sabote nous-mêmes. Hein. Moi, par exemple, je suis spécialiste de sabotage. De Ah ouais, auto-sabotage. Eva, c'est jamais assez bien. Hein. Avec Eva, tout ce qu'elle fait, c'est très rare que je l'ai entendu dire je suis satisfaite de ce que je viens de faire. Elle a toujours cette insatisfaction. Mais aussi pour faire, je me dis, ouais, mais j'arriverai pas. Il y en a d'autres qui font mieux. Je suis incapable de se poser toutes ces questions. Et c'est vrai que toi, tu ne te poses pas toutes ces questions. Tu as ce enthousiasme, cette force que tu fonces. Moi, je tiens ça. Je pense que mes parents, ils y sont pour beaucoup. Parce que mes parents, mon père, il a aucun obstacle. Dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a eu aucun obstacle. Il s'est fabriqué tout. Même jusqu'aux dalles, plutôt que de les acheter, il a dit je vais faire des moules, boum, il fabrique. Il a fait des choses extraordinaires aussi. Donc forcément, il m'a communiqué un peu ce truc-là. Après, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un peu de dextérité. Hein. On va dire que tu peux pas non plus. Si tu peux pas faire un pas sans te casser la gueule, ben ouais, évite de faire la gyro, par exemple. Tu vois, des choses comme ça. Et on a quand même des aptitudes à certaines choses. Peut-être, je pense. Peut-être. Mon père, c'était pareil. Mais mon père, il était tellement minimaliste et tellement. C'est quoi anti-capitalisme? C'est. Communiste. Il était contre le communisme aussi, mais il était tellement contre tout ce qui est luxe, tout ce qui est. Il voulait de rien. Ouais, faire minimaliste, tout. voilà. Minimaliste. Il gardait tous les emballages, même les emballages de paquets de cigarettes, de tout. Il laisse créer des lampes avec des bouteilles de liquide, de vaisselle. C'est chouette. C'est chouette. Mais du coup, la maison est devenue comme une... je sais pas, comment ça s'appelle, des brocantes. Une brocante avec des choses qui n'étaient pas vraiment utiles. Et c'est vrai que moi, je suis assez traumatisée quand un homme commence à bricoler, à vouloir créer, réparer, je vois tout de suite bordel pendant des semaines, l'énervement et tout ça. Et du coup, ouais, c'est... Voilà, ça veut dire le Pascal, il est un peu du bled, quoi. Mais oui, après, c'est bien de réparer aussi. Ça évite de racheter, en fait. Donc quand tu peux réparer, c'est super. Ouais, c'est super, mais je pense que quand il y a certaines choses qui nous traumatisent, il faut du temps après pour réparer. T'as pas un truc à nous annoncer? On parle de ta grossesse ou pas? De la tienne, peut-être. Alors, combien t'as grossi Non, bah là justement je stabilise, j'arrive plus. Là je pense que je vais devoir maintenant passer à la méthode offensive, c'est-à-dire commencer à bouger en fait, faire du sport. Là, j'attendais de descendre en dessous de 90 avant de reprendre la gonflette, mais du coup je vais peut-être devoir commencer tout de suite. Parce que là, ça stagne en fait. Ça stagne à 90 et demi, tu vois. Voilà, c'est chiant quoi. Bon, après je suis pas gros là maintenant, j'ai bien perdu quand même. Bah oui. Je suis pas gros, j'ai mangé des cassoulets, ça fait des boules. Non, j'ai pas mangé de Quand je cassoulet. suis assis, ça fait ouais, c'est normal. Je te permets pas. Oh, dis, tu vas te calmer, il y a oui. un comique qui faisait... Non, mais moi, j'accepte pas le comique comme ça. Hein. Ça suffit. Hein. Je crois que là, on a fini de dire des conneries, la famille. Et peut-être on va les laisser maintenant. Sinon, on a des trucs à faire aussi. T'attends pas? Elle non plus. Je disais, ce soir, je l'emballe. Où? La petite à côté, je l'emballe. Donne du cellophane. Ben écoute, on va te laisser là-dessus. N'oublie pas de t'abonner, je le précise, mais bon, tu le sais. Petit pouce, machin, bon. Les commentaires, tu vois, comme tout le monde, je te dis. Ça nous aide beaucoup. Il y en a qui disent, mais pourquoi mettre des commentaires si tu réponds pas? Je les lis, mais tu sais, je suis débordé. Si je te sors des trucs comme je fais aujourd'hui, là, bon, je t'explique des choses. Bah, ça prend du temps tout ça, tu vois. Et tu vois bien, hein, c'est sans fin, quoi. J'arrive plus, en fait.
Donc c'est vrai que le temps que je réponde aux commentaires, après tu dois choisir les commentaires. Il y a des commentaires qui justifient pas une réponse, mais si tu mets pas une réponse, tu mets sur un et pas sur l'autre. Ben voilà, c'est pas juste non plus, donc c'est un bordel quand même. Hein. Ça c'est le côté un peu compliqué en fait. Ciao la famille, à tout bientôt. Logiquement, ben rien. Allez, ciao, à You bientôt. make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every